Et bonsoir à tous. Donc on va parler du Big Bang. Je vais vous expliquer pourquoi l'usage de ce mot. C'est pas forcément un mot putaclic. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça entraîne derrière. Et pourquoi on parle de Spring Boot 3 et de Quarkus 3 justement. C'est lié à ce Big Bang. Donc on va voir ça ensemble ce soir. L'idée c'est pas de vous faire une liste non plus exhaustive de tout les release notes de chaque version majeure. Parce que, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'utiliser Spring Boot ou Quarkus, il y a quand même beaucoup d'extensions, donc on pourrait y passer la nuit, je pense, en discuter. Mais je vais essayer de vous faire un petit tour au moins des nouveautés qui vont sûrement vous impacter très rapidement dans l'usage de tous les jours de ces frameworks. Et qu'est-ce que ça entraîne un petit peu derrière. Donc du coup, les différents points qu'on verra. Donc on verra de Java à Jakarta. Je vais vous expliquer, il y aura un petit point historique, ce sera rapide, promis, je vais pas vous bassiner avec ça, de toute façon, ça va être très simple. Je vous expliquerai un peu ce qu'entraîne ce Big Bang, du coup. Ensuite, on fera un tout petit focus sur Hibernate 6 qui sera déployé, donc c'est une nouvelle release majeure d'Hibernate, sera déployée dans les deux versions de Spring Boot et Quarkus. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à part, c'est un peu le tronc commun entre les deux. Et ensuite, on fera un petit focus sur les nouveautés de Spring Boot 3 et enfin de Quarkus 3. Et c'est parti. Donc de Java à Jakarta. Encore un coup d'Oracle, effectivement. Oracle est toujours dans la boucle, parce qu'il faut savoir que Java a été racheté par Sun, enfin l'inverse plutôt. Java a été racheté par Oracle, donc ça appartenait à Sun, et en fait Java a acheté tout Sun, donc Java avec, justement pour récupérer tous les brevets et les royalties dessus. Et était compris dedans la montée aussi de Java EE. Et en fait, Oracle s'est débarrassé finalement de Java EE dans les faits parce qu'ils voulaient plus être les seuls à investir dans une techno que aujourd'hui tout le monde utilise. Bon, officieusement, je pense que surtout il n'y avait pas beaucoup de royalties à se faire en fait avec Java EE. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. Donc Java EE, c'est fini. Eh bien oui, en fait, Java EE, comme on l'entend, ou J2E également, Java for Enterprise, c'est éteint, entre guillemets. On va pas dire ça, il y a encore des gens qui l'utilisent quand même, en août 2017, en fait. C'était la dernière release sous l'appellation Java EE. Mais depuis justement 2017, du coup, enfin 2019 la sortie, c'est l'Eclipse Foundation qui a récupéré en fait le projet Java EE, qui va s'appeler maintenant Jakarta. Donc du coup ça va entraîner, on va voir un petit peu ce Big Bang là, puisqu'en fait Oracle ne veut pas que Eclipse utilise le branding de Java, parce qu'ils ont encore Java classique. Donc Java EE étant trop proche de Java, ils ont demandé à Eclipse de changer le nom. Donc on va dire une question a été posée aux développeurs en 2017, je crois justement, où c'était entre Jakarta et j'ai plus un autre nom un petit peu tiré par les cheveux. Bon, c'est Jakarta finalement qui tire son épingle du lot. Et en fait, même si on n'entend pas beaucoup parler, des releases de Jakarta sont sorties. Donc la première, Jakarta E8, en même temps globalement, enfin un petit peu après que Java EE, mais avec globalement les mêmes implémentations et la même base technique, sauf qu'elle est sortie 2 ans après. C'était au moins pour que déjà Eclipse ait le temps de reprendre tout le projet, d'appliquer tous les TCK, de tout reprendre et d'avoir une version de Glassfish aussi qui est rebuildée. Donc Glassfish étant le serveur de référence pour Java E. D'avoir une base, voilà, d'avoir quelque chose qui build et d'avoir tout un écosystème de construit. Ensuite, on a la sortie de Jakarta EE9 qui entraîne notre fameux Big Bang. Donc, je vais vous expliquer après ce que ça entraîne derrière, donc en décembre 2020. On a une micro-release qui est sortie pour supporter Java 11 également avec Jakarta 9.1, donc quelques mois après. Et enfin, la dernière mouture qui est sortie, où on va commencer à avoir des nouveautés, notamment, c'est dans Jakarta EE10 qui est sorti en septembre de l'année dernière, donc c'est tout récent. Donc voilà, c'était le petit point Java à EE à Jakarta. Donc le fameux Big Bang, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne en fait le renommage de tous les namespaces que vous connaissez, que vous avez forcément utilisé à un moment donné si vous utilisez du Java et si vous faites autre chose que juste des Hello World, normalement en principe, à un moment vous tombez sur du Javax. Donc les fameux imports Javax qui vont tous passer en fait en Jakarta. L'intérêt justement de cette version, de passer de Java, enfin la version Java EE9 entre guillemets qui n'est pas sortie, mais la Jakarta 9 qui est sortie, fait en fait globalement
un copier-coller de Java EE9, mais ne fait que changer les imports. C'est la méthode qui a été préconisée. En fait, il y a eu beaucoup de débats là-dessus sur comment ils allaient faire la migration. Est-ce que d'un coup ils allaient passer certains packages sous Jakarta, d'autres sous Java, etc. Finalement, la décision a été prise de faire ce qu'on appelle un patch Big Bang et de vraiment bien séparer les deux appellations, les deux versions et de changer tous les namespaces d'un coup pour éviter justement d'essayer d'avoir des trucs un peu entre les deux. Donc voilà, finalement le Big Bang, normalement, ça devrait pas trop vous impacter en soi, si ce n'est qu'il va falloir renommer toutes les classes. Enfin, repasser dans toutes les classes pour renommer tous les namespaces. Donc si vous avez des builds assez conséquents, vous allez devoir rebuilder absolument tout. c'est c'est pas complètement neutre, mais après sur des petits projets ou si vous êtes en microservice, voilà, c'est en gros un chercher à remplacer. Et on le verra, il y a déjà Quarkus qui a proposé un outil de migration donc qui vous fera les renames de namespace. Et je pense que Spring proposera un outil également plus tard pour faire ce changement. Donc du coup, ces deux changements de nom de namespace sont effectifs à partir de Spring Boot 3 et de Quarkus 3. C'est pour ça qu'en fait, on a des noms de release majeurs qui sont montés parce que forcément, ça a un impact. C'est pas rétro-compatible entre les deux. Mais en soi, l'impact n'est pas si énorme comme si on passait d'un Spring Boot 1 à un Spring Boot 2 ou d'un Quarkus 1 à un Quarkus 2, même si il y a quand même des versions de Java de base qui ont été upgradées également. Mais cet incrément de version majeure est surtout porté par cette mise à jour Big Bang. Donc, par contre, ce qu'il faudra faire attention, effectivement, si vous migrez, globalement, si vous utilisez tout ce qui est package constructeur, donc ce que vous propose Spring, hein, si vous êtes du Spring JPA ou autre, ou derrière sur du Quarkus, si vous utilisez le Hibernate Panache ou les différentes implèmes qui sont données par vos constructeurs, globalement, vous n'allez pas avoir trop de problèmes pour migrer de l'un à l'autre. Par contre, ce qui va vous poser éventuellement des soucis, ça va être si vous utilisez des libs externes qui se basent sur des versions de Java EE. Globalement, si vous avez des frameworks un petit peu, des librairies pour faire de la BDD par exemple, et qui utiliseraient du coup du namespace Javax, quand vous allez passer votre version de par exemple Spring Boot 2 à Spring Boot 3, il va falloir faire attention que ces librairies montent également en version et utilisent les paquets de Jakarta. Sinon, vous allez avoir des problèmes de rétrocompatibilité à ce moment-là. Donc c'est surtout là que l'impact peut se faire. Maintenant, si vous n'utilisez pas de librairie exotique, vous ne devriez pas avoir de problème. Je vous ai également copié un tableau un petit peu énervé, ça l'objectif c'est pas d'avoir tout le détail, mais de voir qu'en fait les appellations vont changer. Notamment, si vous avez l'habitude avant d'utiliser JSF pour le Java Server Faces, ça devient Jakarta Faces. JPA reste JPA, mais il faudra l'appeler Jakarta Persistence et non plus Java Persistence API. Et ce genre de petites choses. Donc en gros, ils ont pris Java, ils l'ont remplacé par Jakarta et ils vous l'ont collé comme ça. Vous verrez dans les faits, mais maintenant, on peut dire que si vous entendez Jakarta, vous savez que vous êtes quand même sur une version normalement assez récente. C'était le petit point Big Bang. Finalement, peu de choses à dire, mais beaucoup de choses qui vont changer. Hibernate 6. Hibernate 6 qui débarque du coup sur Spring et sur Quarkus. Hein. Donc en 6.1 pour Spring Boot et en 6.2 depuis hier soir sur Quarkus. C'est tout frais. La bêta 1 est sortie avec la 6.2 ORM. Les petites nouveautés qu'on va avoir, notamment, ça va être un petit peu ça s'appelle les type safe qui vont évoluer. On va avoir des types génériques pour les formats de colonnes un peu spécifiques, comme les colonnes en JSON, les colonnes en XML ou du var binary, où avant il fallait préciser par exemple sur le type de colonne qu'on voulait mapper, on devait préciser une implémentation constructeur directement dans le driver. Typiquement pour Postgre, pour du JSON, il fallait chercher dans le driver de Postgre l'implème JSON. Là maintenant ce sera générique, donc vous passez du coup d'une base de données à une autre, éventuellement vous fassiez une migration. Globalement, le Hibernate se débrouillera pour aller chercher le type qui va bien. Après, ça reste sur des types de colonnes un peu spécifiques, mais voilà. Ça a le mérite d'être noté. Également le multi-tenant qui sera amélioré. Alors ça, c'est vraiment spécifique, c'est une use un peu étrange, mais ça peut arriver. Si vous avez pour une même entité plusieurs constructeurs de bases de données derrière,
parce que votre API, je sais pas, est déployée par exemple en Europe, vous avez du Postgre, et puis aux États-Unis, vous avez, je sais pas, du MS SQL par exemple. Vous pouvez maintenant avoir une colonne qui va indiquer en fait le nom du tenant à utiliser. Donc ça peut être intéressant. Ce sera beaucoup plus simple d'aller essayer de manipuler des fichiers properties à droite à gauche ou de faire de l'injection de noms un peu crado sur le côté. Là, vous avez directement une notation qui le fait pour vous. Si j'ai le temps, je vous montrerai également la génération du SQL a été simplifiée. En fait, c'est la lecture des résultats sets qui avant se faisait par le nom, maintenant se fait par la position. Et en fait, ce que ça entraîne derrière, directement pour vous, quand vous allez débugger, souvent quand vous loguez par exemple tout le SQL qui est renvoyé par Hibernate, bon, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est à la limite du lisible tellement il y a d'alias. Et ben en fait, tous ces alias disparaissent. Donc ça rend un code SQL qui est extrêmement plus simple à lire, beaucoup plus clair et peut-être quelque part sur des grosses requêtes, un petit gain de performance parce qu'il y aura beaucoup moins de verbosité en tout cas et ni de passage par alias. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai ça. L'amélioration également de la translation de Criteria. Alors, qu'est-ce que c'est ce terme barbare? En fait, quand vous utilisez l'API Criteria de Hibernate, globalement, donc ça vous permet de créer des requêtes de façon procédurale. Il y avait ce qu'on appelle une translation qui était faite en HQL, donc comme en HQL ou JPQL si vous voulez en version non Hibernate. Et ensuite, ce JPQL, lui, est transformé derrière pour être requêté encore derrière. Donc, en fait, ils ont supprimé directement cette étape-là où le Criteria en fait va être converti en ce qu'ils appellent du SQM. Bon, en gros, ça c'est pas, on s'en fout un petit peu derrière, mais en gros le Criteria transformé prêt à envoyer en requête, en schéma de requête en tout cas à la BDD, comme l'est le JPQL. Du coup, vous gagnez une étape supplémentaire, donc il y aura sûrement peut-être des petits gains de performance sur le Criteria. C'est toujours bon à prendre. Je vous ai mis des petits liens un peu à droite à gauche. Je vous copie-colle après à la fin de la présentation tous les liens avec un petit récap de de quoi ça va parler ce lien-là. Si vous voulez vous faire un petit peu de lecture ou un avis, parce que là, pareil, hein, sur Hibernate 6, je vous donne pas non plus toute la liste de tout ce qu'il y a derrière. Il y a encore plein d'autres petites choses qui sont très agréables en plus à prendre. Tac. 6. Spring Boot 3. Donc les petits changements à retenir. La version, donc la baseline Java version, donc la version de base, ce sera Java 17. Donc, si vous n'avez pas fait vos migrations de Java 11 vers Java 17, voire pire, si vous êtes encore sur Java 8, commencez tout de suite à migrer. Parce que Spring Boot 3, effectivement, n'acceptera que du Java 17 et il y a un support de Java 19 également qui est prévu. Bon, normalement, la prochaine LTS, ce sera Java 21. Ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas 23. Ils ont sûrement passé la 21 en LTS. Mais voilà, sachez-le, si vous passez sur Spring Boot 3, il faudra quand même en amont, préparer sa montée de version de Java. Si vous voulez faire de la compilation native, du coup, ce sera l'image GraalVM 22.3 qui sera supportée, donc qui supporte Java 17 du coup derrière. Ça c'est cas spécifique. Et la version Java EE implémentée, en tout cas validée avec les TCK, ce sera la Jakarta EE9. Alors, il y a un petit peu du 10 également dedans, mais globalement, ils s'assurent que le 9 est compatible. Ils ont commencé à faire des montées de certaines stacks sur du Jakarta EE10, mais c'est pas complet. Contrairement à Quarkus, c'est pas complet. Donc, vous pouvez vous baser sur les specs, en tout cas de Jakarta EE9 pour Spring Boot 3, si jamais vous voulez aller voir, par exemple, je sais pas, tout ce qui est CDI, si vous voulez voir tout ce qui va être concurrency ou tout ce qui est Java XRS, les nouveautés qui vont arriver dedans, vous pouvez vous baser sur les specs de Jakarta E9, ce sera compatible. Voilà, tac. Alors, quelques petits points sur Spring Boot 3. Donc, ce qui est important avec Spring Boot 3, c'est que la compilation native arrive en production ready. Parce que jusqu'ici, vous aviez Spring Boot native framework là, qui était proposé pour faire de la compilation native, mais il n'était pas encore considéré comme stable pour pouvoir aller en production. Ce qui maintenant va être le cas avec Spring Boot 3. Donc, si vous voulez vraiment commencer à déployer des Spring Boot, surtout si vous faites de la conteneurisation ou derrière, c'est très intéressant pour les temps de démarrage, notamment si vous voulez faire du cold start. Globalement, hein, pour rappel, la compilation native, en fait, vous allez pré-compiler une grosse partie du code et du bytecode en amont grâce à GraalVM, ce qu'on appelle l'AOT processing.
Et du coup, ce bytecode, en fait, déjà précompilé, va être envoyé sur une VM GraalVM, ce qui va permettre des temps de démarrage qui sont beaucoup plus élevés. Par contre, ça va vous donner certaines limitations, notamment si vous utilisez de l'introspection. Vous allez être fortement limité sur ce que vous pouvez faire. Par contre, contrairement à également à Quarkus, cette fois-ci, on va souvent comparer les deux, naturellement. Il y a encore quelques limitations sur la compilation native, dont une que j'ai notée, qui est que Mockito n'est pas valide. Donc, vous pouvez pas, si vous avez des tests qui sont faits, qui sont mockés avec Mockito, vous ne pourrez pas lancer vos tests en natif avec. Donc, voilà. Alors, il y a des annotations pour Disable Size, ils sont en train de travailler dessus, mais ça arrive. Il y a d'autres petites limitations qui sont un peu spécifiques. Pareil, vous aurez le lien si jamais vous êtes intéressé en tout cas par la compile native. Si vous avez un gros projet, je vous conseille quand même d'aller voir ce petit lien-là parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont pas compatibles. Donc il faudra se méfier. Sinon, si vous voulez essayer également rapidement le Spring Boot 3 en natif, hein, finalement, c'est juste faut savoir que si vous utilisez le BOM, notamment avec Maven ou avec Gradle, et vous avez, c'est souvent utilisé dans les gros projets. Vous avez le BOM Spring qui est implémenté. Vous avez déjà un profil, en tout cas sous Maven et également sous Gradle. Vous avez déjà un profil natif qui est codé dans le BOM. Donc globalement, vous avez juste la ligne de commande Maven là que je vous ai mis magique, en précisant le profil que vous voulez et ça va automatiquement compiler en natif. Donc si jamais vous voulez faire des petits essais, vous faites votre migration, vous changez le namespace de Java vers Jakarta, vous priez un petit peu, et puis vous lancez cette commande et normalement ça fonctionne si tout se passe bien. Ou au pire, si vous voulez juste lancer, vous pouvez prendre un starter également Spring Boot 3. Vous mettez un petit peu les briques que vous voulez, vous pouvez vous faire un petit projet d'essai par exemple, et vous avez juste ces commandes-là au moins à lancer derrière pour le natif. Pareil, je vous mettrai un petit lien qui explique comment faire. Une autre grosse nouveauté de Spring Boot 3 qui est lancée, c'est tout ce qui est observabilité et tracing. Du coup, Spring Boot 3 va implémenter la norme entre guillemets, enfin le framework et un peu la norme derrière Micrometer. Pareil, c'est déjà utilisé sur Quarkus. C'est un format de données de métriques qui est maintenant assez connu un petit peu partout. Donc avant Spring avait tendance à faire un petit peu à sa sauce. Là, on part sur des standards que quasiment tout le monde utilise. Donc c'est ce qui est marqué. Hein. Micrometer est vendor free, c'est-à-dire que ce n'est pas dicté par un Elasticsearch derrière ou Prometheus qui impose ou ce genre de choses. C'est vraiment c'est un organisme à part. Donc le format de données normalement, si vous l'utilisez dans un framework et si vous le retrouvez par exemple dans une autre implème ailleurs et pas forcément que du Java d'ailleurs, vous allez retrouver exactement les mêmes formats. Ça peut être intéressant, notamment pour vos DevOps. Ça utilise le pattern observer pour pouvoir utiliser les métriques. Donc, si vous voulez mettre des compteurs ou mettre des jauges, par exemple, sur une méthode, sur un endpoint ou autre, ça n'aura pas d'impact sur votre code. C'est l'avantage. Ça, c'est basé là sur Spring AOP. Donc globalement, c'est un système d'annotation que vous venez mettre sur votre méthode et tout simplement, vous allez avoir votre compteur qui va être explosé ou votre jauge ou votre métrique particulière en tout cas derrière. Donc c'est très intéressant, parce que ça vous permet, si jamais vous voulez retirer, ajouter ou tester rapidement, ça n'aura pas aucun impact sur votre code. C'est également production ready avec Prometheus et Grafana, donc notamment Prometheus qui est un peu l'Elasticsearch gratos, on va dire, qui permet d'absorber les métriques. En fait, le Prometheus, par exemple, prend déjà en charge le format Micrometer, donc globalement, vous n'avez rien à paramétrer, juste à lui dire où aller chercher ces métriques, ou si vous avez un sidecar, d'envoyer les métriques qui sont exposées. Pareil, je vous mettrai le lien là. Il y a un blog qui a été réalisé pour faire des petits essais et tout. Ça se fait très très vite. Et enfin, si vous aviez du distributed tracing, notamment c'était souvent Zipkin que moi j'ai vu avec du Spring Boot. Donc là, ils vont proposer deux formats, donc toujours mis sur ces microméters qu'il y a derrière, mais ils vont proposer deux plugins différents pour faire alors ils appellent ça du Open Brave, donc anciennement appelé Zipkin, ou du Open Telemetry, qui est également assez connu dans les formats libres. Donc vous aurez ces deux formats-là. Si vous, en plus vous avez déjà dans votre parc applicatif quelque part chez votre client ou chez vous, hein, déjà au moins peut-être de l'Elasticsearch qui traîne ou du Prometheus ou une infra DevOps, il y a de fortes chances qu'en fait ces formats-là soient déjà compatibles, soient déjà production ready. Donc c'est très intéressant là-dessus. Et enfin, alors ça c'est
Petit évol. Le support de la RFC 7807, pour ceux qui sont moins fans des RFC. En gros, c'est la normalisation des retours d'erreur sous un format JSON qui vous permet de donner plus de détails sur votre erreur que juste un serveur 500 error statue ou un 404 not found. Là, vous avez toute une structure en fait qui vous permet de rajouter en fait des éléments de détail, de pointer vers une page qui vous explique l'erreur et ce genre de choses. Voilà, c'est une norme maintenant qui se fait de plus en plus sur Internet. Donc là, ce sera un support natif. Donc pour ceux qui l'avaient peut-être chez certains clients, on utilisait une librairie, souvent Zalendo à côté, pour justement avoir cette RFC déjà prête. Là, du coup, il n'y aura plus besoin de l'importer. Elle sera directement nativement disponible sous Spring Boot 3. Et également, du coup, ouais, ça c'est un petit détail en plus, mais ça peut être intéressant. On aime bien faire des requêtes cracra et se faire choper par les DBA après derrière. Dans le Hibernate 6.1, vous avez le support en fait des sous-requêtes comme dans un from. Donc en fait, vous pouvez créer une requête et requêter à partir de cette requête. C'est fantastique. Vous pouvez cumuler les niveaux et faire plein de choses fantastiques. Et voilà, c'est nativement pris en charge par le SQL en fait. Donc directement, plutôt qu'avant vous deviez le passer par du SQL natif et puis ça dépendait du constructeur et autres derrière. Là, c'est directement sous le SQL. Vous pouvez faire des sous-requêtes, mettre ça entre parenthèses dans un from et venir requêter dessus. Ça peut être intéressant si vous voulez pas faire des vues ou ce genre de choses. Petit use case, petit tips gratos. Et normalement, on a fait le tour un petit peu de Spring Boot 3. Donc, s'il faut en retenir de Spring Boot 3, au-delà du Big Bang, c'est vraiment la compilation native à aller essayer, parce que c'est enfin prêt, entre guillemets, c'est quasiment prêt, on va dire. Le support de Hibernate, naturellement. Et l'observabilité. Si vous avez des DevOps, ça peut être bien de les mettre dans la boucle si vous prévoyez justement de faire cette montée de version. Je pense qu'ils seront intéressés par ces nouveaux formats de données. Et enfin, alors du coup, Quarkus 3. Quarkus 3, donc la baseline Java version sera Java 11, donc il conserve en fait Java 11 en baseline. Il y a toujours la possibilité d'être compatible Java 8, mais honnêtement, moi je le tenterai pas parce que ça commence à être de plus en plus compliqué quand même de maintenir tout ça. Et c'est quand même recommandé, si possible, d'utiliser Java 17, mais c'est toujours rétrocompatible Java 11 en tout cas. Il y a également un support de Java 19 qui est prévu. C'est pas anodin s'ils ont rajouté des supports vers Java 19. C'est pour les Virtual Thread et le projet Loom là qui arrive. Donc il y a une première initiative qui est faite sur Quarkus pour supporter les Virtual Thread, mais honnêtement je me lancerai pas dessus tant que c'est pas sec. Clairement pas en production en tout cas. Après si vous voulez vous amuser avec, ça peut être intéressant. Pour le GraalVM, donc la baseline toujours en 22.3. Pour la version de Jakarta EE, par contre, eux sont compatibles directement de Jakarta EE10. Donc, ils prennent vraiment toutes les dernières nouveautés des features. Donc, je vous en présenterai quelques-unes qui peuvent être intéressantes derrière. Et pareil, je vous mettrai le lien un petit peu plus tard des release notes. Jakarta EE10. Alors, ce qui arrive, ce qui va pas vous impacter tout de suite, mais peut-être plus tard, on verra bien, c'est le CDI Lite, c'est-à-dire une version allégée de l'injection de dépendance, qui est un système qui est utilisé maintenant partout, que ce soit sous Spring ou sur Quarkus, notamment avec vos scopes, la gestion des scopes et tout. Ils vont proposer une version light qui sera entre guillemets un peu entièrement stateless, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de session scope, vous n'aurez plus de conversation scope. Alors, le conversation scope, déjà c'était limité à JSF ou des trucs un petit peu bizarres, mais par contre, effectivement, il n'y a plus de session scope. Donc ça peut être très bien pour des petits référentiels ou des petites API. Et c'est la cible globalement. C'est l'idée derrière le CDI Lite, c'est d'alléger tout ce mécanisme qui est assez lourd au démarrage et de pouvoir faire toujours aller plus vite en fait au démarrage pour pouvoir faire du démarrage à froid avec vos pods ou vos conteneurs ou derrière. Donc il y a quand même certaines limitations, mais globalement, si c'est pas des gros services, vous devriez pouvoir utiliser le CDI Lite. Forcément, c'est lié au constructeur. Donc si vous voulez utiliser du CDI Lite, il faut avoir une implémentation de Jakarta 10 qui va être sur un nouveau profil qui va s'appeler le Core Profil. Alors le problème, c'est que Quarkus et Spring Boot pour le moment ne proposent pas de Core Profil.
Donc il faudra sûrement des implèmes. Si vous voulez utiliser ce genre d'implémentation très légère, il faudra aller plutôt vers du Glassfish, du Payara ou du OpenLiberty ou du Wildfly. Euh, Ça, qui sont d'autres implèmes de serveurs. Mais c'est important de le noter parce que c'est pas impossible que demain Spring Boot ou Quarkus nous propose en fait c'est des versions un petit peu allégées justement, des versions de démarrage plus rapides et ça sous-entendra peut-être la norme CDI Lite. Donc, moi à votre place, j'irai quand même lire un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est assez intéressant. La montée de version de Jakarta Persistence 3.1 alias JPA. Donc notamment le support de l'UID comme type par défaut. Donc ça rejoint, c'est-à-dire qu'à la base vous aviez à chaque fois string, local date, les types de Java un peu standard. Après vous pouviez créer vos propres types, mais il fallait mettre un converteur dessus, ce qui devient assez vite lourd. Là, l'avantage, c'est que vous avez le UID directement comme type. Et ce qui va être intéressant également, c'est que dans les générations d'ID, souvent, soit on passe une séquence, soit on demande la séquence à la base de données, soit on faisait de l'identity ou autre. Et ben, vous allez avoir un nouveau générateur de séquence qui va être UID, où il va tout simplement générer un UID avant la persistance de vos lignes, ce qui peut être très très intéressant. Dans certains cas ou dans des bases où justement vous avez énormément d'identifiants, vous n'avez pas envie de gérer forcément un incrément d'identifiants ou des séries ou autre derrière, où vous voulez utiliser du ID pour être relativement tranquille là-dessus, ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Tout sera en full natif, donc c'est super intéressant. Jakarta Security qui monte en version 3 et qui prend enfin le support d'OpenID. Ça va, on est qu'en 2023, mais ça finit par arriver. On va enfin avoir quelque chose d'unifié. Donc, je ne sais pas encore si Spring Boot et Quarkus vont vraiment se baser sur cette spec tout de suite, parce que eux ont chacun implémenté derrière d'un côté pour Spring Boot Security et de l'autre pour Quarkus via Keycloak ou leur extension OIDC. Mais en tout cas, il commence à y avoir des standards, donc ça évolue, ça sera peut-être mieux supporté plus tard. Et enfin, Jakarta Concurrency 3 avec des méthodes asynchrones simplifiées. Ça, pareil, si j'ai le temps, je vous montrerai un petit exemple, mais ça vous permet vraiment de balancer des méthodes asynchrones de façon très très simple et sans forcément passer par la surcouche Spring ou Quarkus derrière, ou de passer à chaque fois de gérer un exécuteur derrière. Ça reste toujours, si vous voulez customiser naturellement et tuner vos performances, il faudra quand même alourdir la chose, mais pour des petits essais ou pour lancer vraiment des scripts asynchrones, ça va vraiment être très rapide à faire. Il y a quasiment rien à faire en fait, c'est ça qui est génial. Et enfin, alors pour Quarkus, un petit point réseau assez intéressant, mais je l'ai noté quand même ici. Quarkus va supporter l'HTTP3 alias le protocole Quick derrière. Alors, regardez pas avec des grands yeux comme ça, mais c'est très très intéressant. N'ayez pas peur. Donc en fait, c'est nouveau échange de protocole. Forcément, avec les serveurs d'application, globalement, la grande majorité des échanges se fait en HTTP. Donc forcément, je l'ai noté ici parce que ça va avoir un impact sur les performances. Donc c'est un protocole qui du coup va être basé sur UDP, contrairement aux anciennes versions qui sont basées sur TCP. Donc, TCP qui garantit en fait à chaque fois l'intégrité des packages. Donc il y a tout un système d'acknowledge. Est-ce que tu as bien reçu le package? Oui, non. Alors renvoie-le-moi, machin. Donc tout ce système d'acknowledge qui multiplie le nombre d'échanges, qui est assez lourd. Mais c'était pas pour rien parce que l'UDP jusqu'ici on l'utilisait surtout pour faire du son, de la vidéo ou autre parce qu'on s'autorisait à perdre des packages. Quand on gère des transactions bancaires par exemple, on préfère éviter, mais si on pensait, donc ça va le faire. On n'aura plus l'effet de head offline. Donc l'effet de head offline, en fait, c'est quand vous envoyez vos packages, vous les envoyez un par un. Donc vous devez attendre que celui que vous avez envoyé en amont soit bien reçu et bien été validé, comme quoi il a bien été reçu par le client pour pouvoir envoyer le suivant. Là, c'est plus le cas. Vu qu'on est en UDP, c'est du fire and forget, c'est-à-dire j'envoie mon paquet et puis on verra bien s'il se perd dans les limbes ou pas. Du coup, votre serveur va envoyer les paquets dans la foulée. Donc il va pas attendre d'avoir un quelconque retour ou autre du client. Donc ce qui fait ça va débiter beaucoup plus. Donc si je disais plus de lenteur liée aux acknowledge, parce qu'on n'en a plus.
et on ne perd rien. Parce qu'effectivement, le protocole Quick, dans son ensemble, en fait, va continuer à tester que tous les packages sont bien arrivés. Alors, je vous donne pas tout le détail parce que j'ai pas encore non plus de mon côté tout compris comment ils vont le faire. Mais il y a toujours cette notion de contrôle que tout est bien arrivé. Ouais, effectivement, le TCP est orienté connexion. Alors, c'est également prévu dans le Quick. Honnêtement, j'ai pas regardé comment ils ont réussi à mapper parce qu'on aura toujours des session scope derrière, on aura toujours des sessions HTTP derrière. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller avec Quick, mais en tout cas, c'est prévu. C'est juste que le contrôle, c'est pour ça que je vous ai mis le petit modèle OSI. Quick, en fait, se situe non plus dans la couche 4, où était TCP, dans la couche de transport, TCP UDP. Parce que là, on est basé sur UDP. Mais dans les couches, entre les couches 6 et 5. J'ai pas vu encore HTTP4, honnêtement. Déjà, moi, je me renseigne sur la 3, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, l'intégrité des packages sera toujours garantie. C'est juste, voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Je vous mettrai le lien là du blog de Red Hat qui vous l'explique pour les développeurs. Donc, ça évite d'aller trop loin dans le réseau et autres derrière. Parce que ça commence à être, sinon ça peut être un peu velu. Mais c'est super bien expliqué, en tout cas, dans le blog de Red Hat. Donc, je vous mettrai le lien, c'est très intéressant à lire. Et actuellement, là, vous avez le petit site également de la W3Tech qui s'occupe des normes du web, qui estime après que le trafic aujourd'hui est à 25, on a 25,3% des sites dans le monde qui sont compatibles avec HTTP3. Donc on n'est pas non plus sur une norme complètement anodine, et notamment Google l'utilise déjà. Et je crois que c'est Facebook, je crois, qui l'utilise. Bon, en gros, Google a déjà ses mouchards sur du Quick. Tac. Et les autres petites évolutions liées à Quarkus 3, enfin petites, tout dépend pour qui, mais derrière. Le support de IO Uring. Alors, me demandez pas exactement ce que c'est. Je suis allé lire un petit peu, mais en gros, c'est une API du kernel Linux qui vous permet de gérer les threads. Ouais, Jean-Louis, je te copierai tous les liens après derrière. Là, j'ai fait un petit notepad avec tous les liens dedans et je vous ai mis une petite description à côté du lien. Je te copierai ça. Et du coup, l'IO Ring qui va simplifier la gestion des threads sur du Linux. Ça, globalement, souvent le Quarkus va être déployé dans un conteneur Linux, donc vous devriez y avoir accès, ce qui devrait du coup normalement sacrément augmenter les performances de Quarkus, notamment si vous faites du fichier ou même sur les entrées-sorties, finalement derrière les accès aux fichiers du serveur. J'ai pas de détails par contre de perf ou dessus, mais de la release, en tout cas de la release note de Quarkus, pour eux c'est vraiment une grosse évol. Donc je les crois sur parole. Ce que je vous disais, c'est un premier support également des virtual threads, ça j'en parlais un petit peu. Alors c'était dans la 19 la preview, je crois que c'est dans les 20 que les virtual threads sont validés. Je vais pas mettre ma main au feu, mais il me semble que c'est dans cet ordre-là. Mais c'est ce que je vous disais, c'est un premier support, c'est une première initiative. Je pense que c'est une norme qui va être amenée à évoluer. Il me semble que c'est encore en preview sur Quarkus. Donc amusez-vous avec si vous voulez, mais ne le mettez pas en production. Une petite montée de version également de Mutiny qui va se baser sur l'API Flow de Java qui est dispo depuis Java 9 et qui a anciennement été basée sur la Reactive Library. Alors je ne la connaissais pas d'ailleurs. Je pensais que c'était Java 8, mais je crois que c'est encore même avant. Normalement, pas trop d'impact, à moins que vous ayez utilisé du Quarkus en version 1 et que vous n'avez toujours pas migré depuis votre version de Mutiny. Vous avez des vieilles versions de Mutiny et que vous l'avez lancé en production. Et c'est pas bien, c'était pas prêt. Vous ne devriez pas avoir d'erreur ou de problème en particulier. Il y a un drop de quelques fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées. Moi, j'ai un projet qui est basé là sur du Mutiny. Globalement, ce qui vous retirez n'a aucun impact, moi en tout cas sur tout ce que j'ai utilisé. Donc ça devrait se passer en douceur. Et Quarkus propose justement un outil de migration. Donc avec je sais plus comment ça s'appelle, c'est du rewrite. Enfin, vous avez un plugin Maven pour ça, qui vous permet justement de passer sur tout votre code, de réécrire suivant certaines règles et autres. C'est assez bien expliqué, c'est très simple à mettre en place. Donc si vous avez du projet sur Quarkus 2 et que vous voulez ne serait-ce que déjà tester la compatibilité, vous pouvez passer votre rewrite dessus et builder l'ensemble et regarder si tout fonctionne. Est-ce qu'on a le temps pour une rapide démo? Ouais, j'en ai pour 5 minutes. Je vous montre ça. Normalement, ça devrait caler. Donc avant la démo, éventuellement, il y a des personnes qui ont des questions.
Yes, n'hésitez pas pendant que je fais chauffer l'écran. Complètement idée, déjà prêt. Le problème, c'est pour le lire. Ouais, bon, on va essayer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, mais c'est vrai qu'il va falloir avoir des petits yeux. J'ai essayé d'agrandir la police, mais je suis sur la nouvelle nouvelle interface des DNJ, et en fait, quand vous grossissez l'éditeur, il ne fait que grossir les icônes. C'est un Alors, peu bizarre. Florent, tu as une question de Ouais. Jean-Louis Ah qui oui, pose j'ai dans pas vu. l'onglet Faut que j'aille. questions. Quid des applis HTTP Yes. ou HTTP2 en HTTP3? Et il pose des questions sur la réécriture également. Alors, il y a toujours un challenge qui sera fait. Donc déjà l'utilisation du protocole HTTP en base sur les API Quarkus ou Spring Boot, c'est quand même du bas niveau. Donc globalement, ça vous aurez pas d'impact dessus. Et naturellement, ces versions 3 sont encore compatibles HTTP 2 comme elles sont encore compatibles HTTP 1.1. Pour le moment, en tout cas, il y a aucune annonce de drop de support de certains protocoles qui a été faite. Donc normalement, vous êtes compatible sur toutes les versions. Après, comment il fait de toute façon, la translation, t'as pas vraiment de translation dans le sens où tu as une négoce qui est faite au niveau de la connexion, de la première connexion, tu as une négoce qui est faite sur la version du protocole à utiliser. Donc par contre, si en face, ton client ou ton autre serveur, il est en HTTP 1.1 ou en HTTP 2, Quarkus va automatiquement, lui, après adapter son client, enfin ça va se faire en interne, et va communiquer uniquement dans la version du protocole qui est acceptée en fait en face. Espérons que ça répond à la question. Comment effectuer une montée de version Jakarta EE? Et comment faire pour Java SE et Spring Boot, mais c'était pas clair pour Jakarta EE. Alors pour Jakarta EE, en fait, vous n'avez rien à faire dans le sens où c'est le constructeur qui fait la montée de version de Jakarta pour vous. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, si je dis pas de conneries, Spring Boot 2 et Quarkus 2 sont sur Jakarta EE8. Donc c'est eux en fait ils sont validés Jakarta ou validés Java EE sur version. C'est-à-dire que leur implémentation de Jakarta ou de Java passe ce qu'on appelle tous les TCK. Donc ce sont des tests de conformité que sortait Oracle et que maintenant entretient Eclipse. Donc ils proposent en fait derrière les specs eux leurs propres implémentations. Par exemple, pour JetCRS, vous allez avoir Jackson en fait derrière. Donc JetCRS étant juste entre guillemets l'interface qui est imposée avec les specs imposés par Java EE ou Jakarta. Et Spring va proposer, eux, derrière, l'implémentation de JetCRS avec une librairie qui s'appelle Jetson. Et du coup, ils vont passer des TCK. Et si tous les TCK sont passés, ils sont validés, ils valident la tuile, par exemple, JetCRS. Et en fait, chaque constructeur doit valider toutes les tuiles pour être certifié Java 8 ou Java 9 ou Jakarta 10. À chaque fois, les TCK ressortent. Donc, typiquement, en fait, vous avez juste la version de Java à faire monter. Parce que par contre, on va vous dire, Jakarta, comme je vous dis, Jakarta 9, par exemple, sous Spring Boot, c'est du Java 17. Sous Quarkus, c'est du Java 11. Donc, vous devez faire monter cette version de Java, ce sera obligatoire. Et ensuite, derrière, vous avez juste à faire monter votre version de dépendance, en fait, de votre serveur. Donc, de passer de la 2 à la 3. Pour Java, hop. Et normalement, j'espère que ça répond à la question, en tout cas pour Dan. Et pour Jonathan, en termes de performance, donc perspective, est-ce que tu as pu tester Spring Boot 3, EVS, Quarkus 3? Alors j'ai testé Quarkus 3, mais honnêtement, j'ai pas vu un gros gap. Le problème, c'est que c'est un tout petit projet, et que sur Quarkus, de toute façon, entre Quarkus 2 où je démarrais en 4 secondes 5 et Java Quarkus 3 où je démarre toujours en 4 secondes 5, j'ai pas pu comparer. Par contre, je vais pouvoir comparer bientôt, parce que là, j'ai un gros projet qui est encore sur du Quarkus 2, donc je vais le monter en 3. Je verrai si y a des diffs. Par contre, une grosse diff que vous pouvez avoir, ça, que moi j'ai déjà remarqué, c'est par contre quand vous passez d'une stack qui est non réactive à une stack réactive, vous avez quand même un gain de performance, même sur du Spring. Sur un projet là chez un client où j'ai un Spring Boot qui est un peu lourd là, qui démarre en 1 minute. Quand je passe sur du réactif, je démarre en 40 secondes à peu près. Donc il y a quand même un sacré gap. Après en natif, on monte encore du step. Hein. Mais en tout cas, de ce que j'ai utilisé entre Quarkus 2 et Quarkus 3, j'ai pas vu un truc flagrant entre chaque. Après, je l'ai pas utilisé dans des conditions, comme je vous disais, je l'ai fait sur un PC Windows, donc déjà je profite pas de l'IO Uring en Evol, et le projet est trop petit pour que ce soit vraiment
qu'on puisse vraiment le distinguer, parce que globalement, il faut pouvoir comparer avec un projet qui ressemble à un projet d'entreprise, donc avec du Liquibase ou du Flyway, avec un gros pool de bins derrière à monter, des ressources web et autres. Donc là, ce qui est, j'ai pas eu le cas encore, j'ai pas encore l'occasion. Mais je suis quasiment sûr que ce sera sûrement un petit peu mieux. Après, faut pas s'attendre non plus à une montée de performance. Je vais gagner 20% d'un coup. Je pense que ça va jouer quelques pourcentages. Tac, tac, tac. En espérant que ça répond également à la question. Ouais, faut attendre quelques benchmarks derrière, mais globalement, hein, de toute façon, si vous voulez aujourd'hui mettre ça sur des pods et vous voulez que ça démarre à froid, globalement, faut faire du natif. Hein. Moi, j'ai la problématique là chez le client aujourd'hui, là un petit peu là avec du Spring Boot. On a du HPA dessus, donc du pod scaling là, horizontal pour démarrer les pods en cas de charge. Alors, le problème, c'est que la charge, si elle dure 3 secondes et que votre serveur il met 40 secondes à démarrer, globalement, ça sert pas à grand chose. Donc la première étape, en tout cas, si vous voulez vraiment jouer sur les temps de démarrage, c'est vraiment passer sur du natif. Ensuite, potentiellement passer sur du réactif. Mais déjà sur le natif, vous allez faire un gap qui est monstrueux. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas si c'est vraiment lisible, c'est pas évident. Juste pour vous montrer, allez, je prends 4 minutes grand max. Ce que ça donne un petit peu. Là, j'ai pris une entité un petit peu bidon, hein, mais on est sur une pizza entity. Ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est ce fameux support de l'UID. Donc là, on voit par exemple, j'ai vraiment une clé, là, une PK qui est sur ma colonne. Donc j'ai un champ UID directement qui est pris en charge. Et ce que je vous disais là, la génération d'identité, où vous avez avant vous aviez historiquement hein, tout ce qui était auto identity ou par table ou séquence. Là vous pouvez mettre directement UID. Vous avez que ça à faire. Et JPA va s'occuper de générer l'UID, de le persister, d'hydrater votre entité derrière avec l'ID qui va bien. Donc ça c'est assez génial. Parce qu'en plus on en voit de plus en plus dans les bases vraiment de l'UID qui traîne, ça commence vraiment à être un petit peu la norme. Si ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est un peu l'Hibernate simplifié, ce que je vous disais, le debug simplifié. Alors je vais essayer hop de générer un peu de requêtes. Normalement, clac. Par contre, est-ce que la console ça va être simple à lire? Pas sûr. Alors, c'est pas la bonne console. Ouais. Bon, ça on voit un petit peu. Là globalement, hein, j'ai envoyé une commande qui permet de générer des pizzas et dans le RM ou type native BDD. Alors, tac, vous avez les deux. C'est vrai que j'ai pas testé dans une colonne de string, enfin dans une colonne de varchar, d'intégrer l'UID s'il le prend comme ça. À voir. Mais pour moi, il me semble que de ce que j'ai dit dans la spec, il faut que la colonne soit de type UID. Je m'avance pas. Parce qu'en fait, sur Hibernate, vous avez deux choses. Vous avez déjà le type aussi. Vous pouvez préciser maintenant quand vous générez l'UID, soit vous pouvez choisir le type de génération, si c'est sur le time ou si c'est sur des graines, enfin sur du random derrière. Ou si vous voulez utiliser l'implémentation constructeur. Pour moi, je pense que c'est du native base, mais vous pouvez, il y a moyen en tout cas. Après, je sais pas si c'est avec tous les constructeurs, vous avez moyen d'imposer votre type de génération sur le constructeur. Par contre, c'est vrai que je me suis pas. Alors, par contre, je l'ai testé là, Hibernate. Je lui ai dit par exemple de générer le schéma. Lui génère la colonne en UID type. Donc, il faut que vos constructeurs le prennent en natif du coup. Par contre, c'est vrai que bonne question. J'ai pas testé de mettre, je sais pas, un varchar 255, lui mettre un type UID, voir s'il le colle dedans ou pas. C'est un peu cracra, mais il y a sûrement moyen de le faire. Mais en tout cas, là, avec du type natif UID en UID comme ça fonctionne nickel. Il y a rien à paramétrer, il se débrouille. Et rapidement, il me reste une minute. Voilà, ce que je voulais, c'est un petit peu la trace de debug. Là, on voit des inserts machin. Je vais générer un select également. Vous allez voir avec la subquery. Allez, à la démo. Clac. Hop. Alors, ouais, c'est un peu perturbant dans l'écran de l'autre côté. Et on a ça, par exemple, sur un select où avant vous aviez à chaque fois un as avec le nom de la colonne, vous aviez derrière le from, le nom de votre table, vous avez toujours un as. Et au bout d'un moment, vous cumuliez un nombre impressionnant
comment dire, d'alias, où ça devenait quasiment illisible. Là, aujourd'hui, on a voilà un select très simple avec le nom. Alors, il y a toujours des noms de tables qui sont pas très human friendly, on va dire, mais en tout cas, vous avez plus toute cette fioriture d'alias qu'il y a derrière, donc ce sera quand même beaucoup plus simple à débugger. Là, c'est une petite requête, mais on a l'habitude, souvent, on est sur des schémas où vous allez avoir 30, 40 colonnes, peut-être une dizaine de jointures ou autres. Ce sera beaucoup plus lisible derrière. Donc, c'est quand même un truc qui va vous impacter normalement assez vite quand vous allez passer sur cette version-là. Et je vais vous libérer là parce qu'il y a une autre comète derrière, donc je me fasse pas taper sur les doigts. Je vous colle également tous les liens que j'ai utilisés ici. Alors, je vais vous le taper dans le chat, ça va spammer un coup, mais au moins, non, vous avez tout. Alors, je suis limité en caractères. Je vais vous le faire en plusieurs fois. Tac. Un peu tous les liens, toute la note que j'ai utilisée pour lire, ce sera plus simple. Tac. Pas mal de blogs assez intéressants, hein, vraiment, dedans. Allez voir, c'est souvent des petits articles en plus, c'est pas des gros trucs. À part si vous allez voir forcément le site officiel de Hibernate 6. Bon là c'est un petit peu costaud et encore en vrai ça se lit bien. Il y a pas mal d'exemples qui sont donnés dedans. Je vous conseille, au moins au pire, vous avez le blog de JPA Buddy là qui récap vraiment les trucs importants sur Hibernate, il vous donne des exemples, c'est très intéressant à les lire. Pour une fois, le blog d'Oracle est pas trop mal un peu sur l'histoire de comment on est passé de Java à Jakarta. Notamment avec tous les renommages des différents groupes, notamment le JCP par exemple qui valide les différentes specs, change de nom. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça qui changent de nom. Donc, si vous voyez des nouveaux noms arriver dans les blogs, vous pouvez vous référencer là-dessus, c'est pas mal. Et puis voilà, du petit test pour la compilation native sous Spring Boot 3, l'utilisation des metrics. Et je vous ai pas mis les blogs Quarkus, par contre, effectivement, je l'ai pas mis dans mon blog. Après, bon, Quarkus 3, vous tapez Quarkus 3 au blog, vous trouvez tout de suite toutes les release notes. Du coup, comme je vous disais également hier, Quarkus 3 est passé en bêta 1 hier soir. Ils ont pour objectif de passer en RC1 la semaine prochaine, sachant que l'objectif initial était de passer sur la version final, donc Production Ready, en février. Je pense qu'ils y seront plutôt début avril, mais voilà, ça arrive en tout cas. Et enfin, la diapo, si je reviens dessus, la petite diapo de conclusion. Quand on sait un petit peu. Effectuez cette année votre migration en douceur. C'est ce que je vous disais, n'attendez pas qu'on soit en Jakarta 11 ou 12 où les packages vont commencer à bouger et ça va devenir vraiment galère de passer de l'un à l'autre. Donc essayez de faire vos migrations au moins ou d'essayer de les prévoir pour la fin d'année. Commencez à regarder un petit peu ce qui va péter parce que bon, on verra bien, mais moi j'utilise pas mal de librairies annexes et je pense que ça va être un petit peu compliqué au début. Donc ce que je vous dis, assurez-vous que vos librairies tierces soient compatibles, donc testez tout de suite, comme ça vous verrez anticiper tout de suite les problèmes que vous allez avoir. Dans un coin, vous faites ça en marche forcée. Mais tentez-le en tout cas. Un petit train d'avance pour le Quarkus, parce que le Quarkus, lui, la compilation native, il n'y a pas, enfin, au-delà des limitations que impose GraalVM, il n'a pas plus de limitations que ça, parce que toutes les extensions qui sortent doivent être compatibles entièrement avec la compilation native. C'est une exigence qu'ils ont. Et effectivement, il est directement compatible avec Jakarta 10, donc toutes les dernières nouveautés, en tout cas de Jakarta. Donc un petit point d'avance là-dessus. Et globalement, même si c'est pas encore totalement vrai, c'est quand même une mort annoncée de Java 8. Comme on le voit là, les baselines sont au moins 11 ou 17. Il y a encore de la compatibilité en 8, mais ça devient vraiment difficile. Globalement, je pense que le support de Java 8 pour Quarkus va très vite s'arrêter. Et on a une grosse tendance où Java 11, pareil, va vite dropper aussi derrière au profit de la version 17, qui je pense, elle sera sûrement une grosse LTS pendant un moment. Donc si vous êtes encore sur des versions Java 8, commencer à progresser assez vite ou essayer en tout cas de pousser pour avoir des plans. Je sais que c'est pas toujours évident, mais de pousser au moins en Java 11 et quitte à être en Java 11, vous pouvez pousser en 17 la migration entre les deux pour l'avoir fait. C'est peanuts. C'est surtout de 8 à 11 où ça peut être si vous avez des vieilles libs ou des trucs qui traînassent un petit peu, ça peut être chiant. Vous allez avoir beaucoup de dépréciation. Mais commencez les travaux maintenant. Sinon vous allez, je pense que vous allez commencer à prendre un sacré train de retard. Et ce sera le mot de la fin.